Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Vous pouvez trouver tout un tas de contenus, alors ça peut être sur la religion, sur la philosophie, de la politique, mais aussi de l'économie, alors n'hésitez pas, lorsque vous trouvez ce qui vous satisfait, à liker pour soutenir, à commenter pour les personnes voulant soit valider les infos données ou bien être complémentaires, voire contradictoires. La voie est ouverte à tout le monde, et enfin, vous pouvez relayer par des partages sur différents réseaux. Fin d'année dernière, en décembre 2024, je vous avais présenté l'actualité avec la France endettée, alors notre tout petit pays plus endetté que le continent africain, ce qui est quand même dingue. Et pourtant, on est obligé, on se voit sous la menace de devoir accueillir tout le monde. Et il y avait un livre d'Éloi Laurent, un auteur avec lequel je ne suis pas en accord sur tout ce qui peut être annoncé. Le titre de l'ouvrage, La raison économique et ses monstres, ça parle. Des monstres en général, ça fait peur, ça dévore, et ça se sert de certains outils. Là, c'est l'économie. Et dans la première émission, j'ai fait deux parties. Je vous mettais la première base avec les articles de journaux, l'actualité et quelques prospectives dont on va rapidement refaire un petit listing. Et après, on était parti sur le livre jusqu'à la page à peu près 30-40. Et aujourd'hui, je propose de conclure cet ouvrage, un tout petit, une centaine de pages, et de reprendre le format également avec la crypto-euro, puisqu'on entend Van der Leyen et d'autres se saisir du sujet en nous disant qu'on va être dans une transition économique. Doit-on paniquer à la fois pour les banques privées commerciales et que va-t-il se passer avec la Banque Centrale Européenne? Des questions auxquelles on va essayer de répondre. Donc vous voyez, sur Odyssée, vidéo de décembre 2024, la raison économique et ses monstres, première partie, introduction, la dette incontrôlable, au point même où on a des agences de notation pour les entreprises, mais aussi pour les États. Je vous avais rappelé dans une autre vidéo ce qu'était de Marc Ladrette de la Charrière, mais il y a également Fitch et encore d'autres groupes comme ça qui notent les États et ce qui permet d'emprunter ou non sur les marchés. Donc comme on l'avait vu, plus endetté que tous les pays africains, y compris l'Égypte, l'Afrique du Sud, Nigeria, Algérie, la France dépasse tout, même quand on les cumule ensemble. On a une Europe qui se prépare aux crises, on a déjà perdu pas mal d'infrastructures, la Chine devient le mastodonte, en promettant que la voie est ouverte à tout le monde, que chacun pourra s'attabler et comme ça donner ses petites directives et après, dans un ensemble, chacun aura été entendu et une prise de décision sera effectuée. Alors qu'on sait très bien, quand l'Amérique est renversée, la Chine en soi impose sa propre route, sa feuille, ce cahier des charges et celle qui gère tout. Et la Chine, sur la planète, achète des terres partout, exporte à foison, pas que seulement des marchandises d'ailleurs, des entreprises avec des travailleurs pour bitumer les routes par exemple en Afrique, se saisir de certains commerces, venir en Europe aussi, pareil, importer tous les produits chinois, mais aussi acheter des forêts, des ports, s'intéresser aux aéroports, aux installations industrielles, et là il me semble qu'il y a un fleuron français en termes de défense d'ailleurs militaire. Je crois, il me semble que c'est pour des moteurs ou un truc comme ça, il faut que je retrouve l'info. Et la Chine, ils ont tout simplement acheté ce monopole. Pareil, Allemagne, France, tout le monde est visé, et certains voudraient se féliciter de partir de la manne et de la dépendance américaine pour se retrouver sous la domination chinoise. Une crise qui se prépare, comme je vous disais, il y a l'agence France Trésor qui annonce 300 milliards alors qu'on est en pleine crise, et la petite liste que je vous proposais par rapport notamment aux risques sur le marché. Je vous avais mis par exemple la hausse du baril de pétrole. Pour le moment, c'est à la baisse, mais je ne me trompe pas. Attendez un peu, attendez quelques mois et vous allez voir quand l'Iran, l'Arabie Saoudite, sorti d'un certain prisme américain, et d'autres comme la Russie, l'Algérie, etc., pour le gaz également et le pétrole, tout va monter. L'augmentation de la bouffe par les mauvaises récoltes et les grèves qui s'annoncent. Donc là, on avait le Mercosur, entre autres, l'accord avec les produits de l'Argentine et de d'autres pays, pour nous mettre de la merde dans nos assiettes.
Ce qui d'ailleurs après coûtera un pognon de dingue, puisque les gens en mauvaise santé devront être sous médicamentation, sous consultation, et les anciens nécessitant toujours plus de petits soins, d'assistance à la personne et ce genre de choses. L'intensification des guerres, donc sur ça, des guerres commerciales, des guerres culturelles et des guerres territoriales. On voit, ça s'accélère, hein. Fallait pas être un devin pour savoir que ça allait advenir. On avait l'implosion des cryptos pour le moment, c'est un peu à la baisse, à voir ce qu'il en sera pour la suite. Et le plus important, c'est la diminution des aides par l'État surendetté. Donc là, ils sont en train de voir, j'ai entendu qu'ils voulaient faire 40 ou 50 milliards d'économies. Ils ne vont pas les sortir du chapeau, ils commencent à regarder s'il n'y a pas moyen de gruger, par exemple, sur les droits chômage, et également sur d'autres aides encore. Ils sont dans une merde noire, ils ne savent pas comment gérer la chose, c'est une patate chaude où chacun se la rejette, et dans le même temps, on a l'effritement des entreprises. Ce qui signifie que si on a moins d'entreprises qui produisent, le produit intérieur brut, dépendant majoritairement de ces exportations, des productions industrielles, la France va être dans la merde. Et le truc, c'est qu'on a tout de même certaines dynamiques qui s'enchaînent avec des entreprises qui veulent relocaliser, se réintéresser au territoire parce qu'il y a un amour de la nation, ou encore la compréhension que si il n'y a plus d'espoir dans le peuple, et que l'État vient à perdre totalement en crédibilité et même en possibilité d'emprunt, et derrière des entreprises qui sont cotées en bourse vont payer le prix cher, et d'autres qui étaient, on va dire, le cul entre deux, trois chaises. Ce que j'entends par là, c'est des entreprises françaises, mais en même temps qui sont dépendantes d'un marché international et qui, dans la mondialisation, ont sorti la production du territoire français. Donc ces gens-là, ils commencent à paniquer. Ils voient que s'il y a une guerre commerciale, leur production, donc l'importation de produits peut être stoppée. Et là où hier ça coûtait quasiment rien d'avoir des petites mains en souffrance, des personnes en exploitation dans les pays d'Asie majoritairement, pour le textile, pour bien d'autres matériaux encore, pour les véhicules, bref, plein de pièces qui nous parvenaient et qui permettaient à des entreprises d'être ultra concurrentes et de se faire des marges de malade, lorsqu'il y a guerre commerciale, et qu'on se retrouve avec des taxes douanières, et là d'un coup c'est plus forcément intéressant. Et puis il peut y avoir des blocages. Et les pays, pareil, par mimétisme dans ces conflits-là, peuvent complètement mettre en stand-by, c'est-à-dire placer les productions, la logistique en off. Et si tout s'arrête, vous doutez bien derrière, des entreprises doivent licencier, elles ont également peut-être des crédits, des fois pour se remettre en règle ou pour accroître leur importance, et c'est un effet domino. Une pièce en entraîne une autre, et celles qui sont un peu plus au fond commencent à voir les premières faire ce jeu-là de basculement et ont peur. Donc leur objectif est de revenir. Le problème, c'est que derrière les entreprises ont également besoin de matières premières, et dans ce conflit-là, on est dans une mouise intersidérale. On a vu, je vous ai parlé là du conflit entre la Chine et l'Amérique, mais l'Amérique et la Russie aussi, on est quelque part à deux doigts d'avoir un empire contre un empire, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'OTAN en termes militaires face aux BRICS, c'est à peu près ça, même si la Turquie peut carrément changer son fusil d'épaule. Et l'Amérique, du coup, veut mettre la pression à l'Europe, à l'Union européenne, pour lui dire attention. Là, si vous ne nous suivez pas dans le jeu et que vous commencez à aller en Chine, vous allez en payer le prix cher. Vous avez vu comment je peux me comporter, là, c'est Trump qui pourrait parler ainsi, avec les Chinois en passant de 80% à 125%, à une menace à 245% par là de taxes. Autant vous dire que vous, des petits pays, on vous écrase en deux-deux. Donc il y a eu une pression qui a été mise pour l'instant off, c'est-à-dire montrer les tableaux avec les taxes où ça passerait de 10 à 40, de 20 à 70, et on peut lister comme ça plein de pays, pour montrer qu'il faut rester sous l'empire américain. Et dans le même temps, on a des entreprises qui sont binationales, ou des fois même pas seulement, on va dire, entre deux nations, mais entre plusieurs productions au niveau de la zone Union européenne et l'Amérique.
Et donc, ils sont dans une merde noire. Et c'est là, après également, l'État qui dépendait du coup de ces hypertaxes au niveau des entreprises, des travailleurs. Si les entreprises commencent à reculer, ça veut dire que derrière, c'est une réorganisation qui s'opère, et surtout de l'inflation qui se fera entendre, puisque tout sera plus cher par les taxes, par les importations, par la logistique, par tout ce qu'on veut. Il y aura derrière une régression du dynamisme économique, d'un modèle qui fonctionne très bien, où en général ça essaie de se stabiliser, la peur d'investir, le manque de consommateurs, et tout ça entraînera des licenciements, et en même temps, je pense que ce n'est pas le fruit du hasard, puisque nous sommes dans une période où il y a l'idée d'un Great Reset, donc une grande réinitialisation, un recommencement qui devrait s'effectuer, à savoir les industries automatisées et robotisées. Un robot travaille 24/24, est beaucoup plus productif qu'un humain, a une meilleure finition des fois pour certains travaux à la chaîne, travail à la chaîne également, et donc à partir de là, pour les entreprises, c'est plus bénéfique de profiter d'une crise comme c'est le cas actuellement pour relocaliser et en plus se séparer des humains et arriver, pourquoi pas, à un revenu universel et à tout ce genre de conneries. C'est à peu près ça qu'on expliquait, puisque l'État social, ce qu'on appellerait l'État-providence, tout simplement conduit à un total contrôle. Et là où j'ai été étonné, et ce que je vous ai expliqué récemment, c'est qu'on a l'impression que l'Amérique, avec ses mastodontes, c'est-à-dire ses fonds d'investissement, ses corporations, on peut penser Bilderberg, Council for Regulation, Rain Corporation et The Cargill Group, entre autres, œuvrent avec le World Economic Forum, le Fonds monétaire international et d'autres appuis financiers et en même temps des entreprises, à transformer la production et même à transformer nos sociétés. Là où hier ils combattaient le communisme, ils travaillent ni plus ni moins à un communisme sous forme américaine. Et donc c'est un grand hold-up qui s'opère. Et pour avoir un total contrôle dans l'Union européenne, il faudrait enlever la dépendance aux humains de pouvoir placer de l'argent de côté, sortir du système, ou encore en cas de crise, continuer à vivre sur certaines économies. Et le truc, c'est que nous voyons que tout doit s'axer pour un total contrôle au numérique. Voilà pourquoi les États investissent des milliards dans les systèmes d'intelligence artificielle, à la fois, comme je vous l'explique, pour tout ce qui est de l'ordre de la production, mais aussi pour le contrôle des populations. Revenu universel, contrôle des comportements, de ce qui va être exprimé sur les réseaux sociaux, mais aussi de l'argent que l'on peut détenir. Et il y a eu plusieurs informations, parce que depuis 2017, par là, la France, avec la Banque de France, travaille en collaboration avec la Banque Centrale Européenne à du crypto-euro, donc une crypto-monnaie centralisée, si on peut voir ça comme ça. Et on a plusieurs informations qui sortent. On nous dit non, la Banque Centrale Européenne, par cet euro numérique, ne prévoit pas de bloquer les comptes courants à 3 000 euros. Parce que je vous ai expliqué, on est passé, et on le vit actuellement, on se transforme en une société de services, là où hier on était dans une société, vous allez comprendre ce que je vais vous dire par là. Hier on était dans une société assez capitaliste où en travaillant, par ton labeur ou par certaines prises de risques sur les marchés, tu faisais ta maille, tu pouvais après investir dans une baraque et devenir propriétaire et pouvoir t'en sortir, être propriétaire d'une voiture, propriétaire d'un bien immobilier, propriétaire encore de ton mobilier, bref, de plein de choses, à une société qui se veut une communauté humaine. Ce qui est entendu par là, c'est le communisme. Vous êtes la grande famille humaine, et donc ce qui appartient à l'un appartient à l'autre quelque part. Et une société de service qui ne voudrait plus que les gens soient à titre individuel à pouvoir être en concurrence et mettre de l'argent de côté et s'émanciper d'un système, mais qu'ils soient totalement dépendants de la mère patrie, ou bien de l'état nourricier, ce qu'on appelle un état-providence. Et dans ces cas-là, comme tout est en flux tendu, voire des fois les humains remplacés par des robots par exemple, mais si on vous limite à 3 000 euros, vous ne pouvez pas être indépendant du système à un moment de votre vie. Vous n'avez plus de quoi léguer même à vos enfants. Et donc, finalement, on arrive à un modèle où, de génération en génération, rien ne peut être acquis pour la durée et tout est uniquement là en mode éphémère. Consommer en flux tendu, être finalement toujours dépendant de la main de l'État qui donne et être celle qui est toujours en dessous à quémander. Alors,
La réalité tout de même, l'AFP essaye de nuancer les choses. 27 janvier 2025, eux vont nous expliquer que non. Et ce n'est pas le cas. Que la Banque Centrale Européenne envisage en revanche un plafond de dépôt limite de 3 000 euros sur des portefeuilles, ce qu'on appelle en termes d'économie numérique des wallets, et que les wallets n'ont rien à voir avec les comptes courants que nous avons auprès des banques commerciales. Qu'en revanche, ça sera un modèle parallèle. Donc là, on a eu plusieurs personnes sur Internet qui sont scandalisées, on dit « Oh là là, c'est l'euro numérique, la fin de la liberté ». L'AFP essaye de tourner en dérision les choses, en mettant ingérence russe, en nous montrant des vidéos du média d'État russe Sputnik. Ouais, comme ça, immédiatement, ça part en désinformation, en manipulation d'un État extérieur. Et l'article commence à peu près par ça, avec des liens qui n'ont strictement rien à faire ici, mais en nous disant des propos sur la crise Covid, le pass vaccinal ont déjà fait l'objet d'articles. En gros, ça relève de la désinfo. Et plusieurs commentaires y réagissent dessus, je ne vais pas faire trop long. Ils expliquent clairement que dans ce cadre du projet de lancement d'un euro numérique d'ici 2027 ou 2028, que ce n'est pas donc pour octobre 2025 comme certains le laissent entendre, que les banques privées sont différentes de la BCE, puisque la BCE, donc Banque Centrale Européenne, n'y a pas accès au niveau de nos comptes courants, qui sont indépendants de la Banque Centrale Européenne, qui elle prête de l'argent à un certain taux aux banques commerciales qui après à leur tour jouent des marchés, ou bien la BCE prête également aux États. Que l'on regarde également, donc le portefeuille numérique, voilà, on va descendre un peu, sur sa page, donc on va aller voir directement après sur le site de l'Union Européenne ce qu'il en est. Eux ils expliquent que voilà, il y a des règles, mettre en péril la stabilité financière de la zone euro, il pourrait paraître nécessaire que la BCE en limite l'usage, notamment à travers des limites quantitatives aux avoirs individuels en euros numériques. Alors il me semblait y avoir vu d'autres choses. C'est ici, je crois. Aujourd'hui, nous sommes dans un système pyramidal où vous passez par les banques commerciales qui, elles, ont des créances vis-à-vis de la banque centrale, ce que je vous ai expliqué, mais vous n'êtes jamais directement en contact avec la banque centrale. Ce qui nous est proposé par certains chercheurs du CNRS ou encore d'autres spécialistes, c'est de dire que les banques commerciales sont un intermédiaire quelque part illégitime. Ils ne le prononcent pas comme ça, parce que pour l'instant, il ne faut pas affoler les gens en expliquant que bon nombre d'institutions de cet ordre-là vont sauter. Ils vont vraiment les centraliser que sur les dernières. Et que finalement, ça sera contact de citoyens à directement la Banque Centrale Européenne qui prête. Vous voyez la différence entre les deux mouvements de banque. Même si pour le moment, ils disent... Avec un euro numérique, votre compte serait directement enregistré auprès de la BCE. Il n'y aurait plus de risque de crédit parce que la banque centrale ne peut pas faire faillite. Ce mot-là, faillite, en nous expliquant que la BCE ne peut pas être dans cette situation, montre toute la critique et tout le côté alarmant qu'il faudrait avoir pour la situation à venir au niveau des banques. De ce que je perçois, on a l'impression qu'il va y avoir de l'ingérence. Et vous voyez, hier, quand il y avait des banques qui étaient en déficit, on pense à la crise des subprimes par exemple, les États ont mis la main au portefeuille. Là, les États ne peuvent plus le faire. Et on a l'impression que la Banque Centrale Européenne veut supplanter certaines banques commerciales et en faire sauter pour certaines qui ne sont pas assez rentables ou pas assez sous leur loi. Donc le scénario d'une panique bancaire, dans lesquels les épargnants retirent leur économie en masse dans les banques par crainte d'une faillite bancaire, sur la banque centrale n'a pas de sens. La banque centrale pourra toujours servir les gens. Pour résumer, un compte à la banque centrale, c'est un compte qui est beaucoup plus sûr qu'un compte auprès d'une banque commerciale, poursuit le spécialiste. Quand on a ça de relayé par l'AFP et que l'on suit petit à petit l'agenda proposé par ceux qui veulent totalement revoir faire un grand recommencement de notre monde, là, il faut être préparé. À ce que, dans un premier temps, on voit les mouvements financiers être assez affolants au niveau de la bourse,
mais dans un second temps, impactant les banques commerciales, qui elles-mêmes, du coup, n'auront plus de main pour les sauver. Il serait toutefois nécessaire d'attribuer un plafond maximum à ce portefeuille numérique pour assurer l'équilibre du système financier. Donc après, eux, pour l'instant, ils vous disent qu'en fait, vous allez avoir donc votre compte courant auprès d'une banque commerciale et que vous aurez un wallet, un portefeuille virtuel au niveau de la BCE et que celui-ci, pour ne pas déstabiliser les marchés, sera limité à 3 000 € qui seront sécurisés. 3 000 € par personne, bien évidemment, pas par foyer. Un euro numérique encore en cours de discussion, ils ne savent pas exactement comment ils vont pouvoir le mettre intégralement en place. Donc là, on a un autre article. Non, l'euro numérique ne viendra pas remplacer l'argent liquide en octobre 2025. D'un côté, nous avons les spécialistes, nous laissant entendre que les banques risquent la faillite par des mouvements, voyez-vous, de panique bancaire. C'est ça qui nous est raconté. Ou en masse, par la propagande des médias, par certains qui spéculent après sur les marchés parallèles, comme les crypto-monnaies par exemple, et par d'autres un peu, voyez-vous, en panique, mais différemment, se dire « Ah ouais, c'est plus sûr d'être par la Banque Centrale Européenne ». Ils sont en train d'organiser l'évincement de certains, et en même temps, ils vous disent « Ça ne va pas remplacer l'argent liquide ». Or, on rappelle, le modèle de la BCE, ça sera uniquement l'euro numérique. Eux, ils ne vous mettront pas distributeurs de billets. Et les distributeurs, ce qu'on appelle les DAB, distributeurs automatiques de billets, qui étaient principalement dans les villes et au niveau des agences bancaires, commencent à disparaître puisque ça coûte apparemment trop d'argent pour être centralisé dans ce qui s'appelle le cash service, afin de pouvoir retirer de l'argent, mais j'ai l'impression que ça va faire un peu comme en Espagne. Vous savez, vous avez des endroits, notamment les stations essence, où des petites bornes sont en place, vous pouvez retirer de l'argent autant que vous voulez, mais vous payez au moins 5 € le service. Là, pour le moment, eux, ils disent, cash service, ils vont déployer jusqu'à 7000 points d'ici 2026. Déjà, 7000 face aux 35 000, 40 000 distributeurs automatiques de billets, c'est quasiment rien. Et ils expliquent que les banques partenaires, Société Générale, Crédit Mutuel, BNP Paribas, puis il y en a 2 autres, il me semble, ne paieront pas. C'est-à-dire les clients de ces banques-là, partenaires, ne paieront pas parce que en fait, ça fera partie des charges de ce qui nous est facturé en forfait, en tarif tous les mois. Ça, c'est la première partie. Maintenant, si ces banques sont en difficulté, vous croyez que le retrait de cash, il sera toujours non taxé ? Pas du tout. Parce que ce service-là, il est partenaire des banques, mais il n'est donc pas le système des banques. Et les banques pourront jouer comme ça, on va dire, de leur sophisme, voyez, de leur parole, de leur manière de manipuler les gens en disant « Nous, on ne voudrait pas vous facturer, mais malheureusement, ce système-là coûtera. » Et comment dégoûter les gens d'aller à un distributeur déjà quand ils sont limités en termes de visibilité, d'accès, parce qu'il y en aura moins dans les villes, et ça permettra de déclencher toujours plus de consommation en sans contact, en carte bancaire, en tout cas en numérique et en scripturaire. Vous voyez le côté scriptural où ce ne sont que des lignes de code, mais jamais en fiduciaire. Ils veulent faire sauter le fiduciaire parce que c'est le seul encore moyen d'avoir une liberté. Et en même temps, le fiduciaire permet des drames, comme des trafics de stupes, des trafics de femmes, donc des trafics d'êtres humains, des évasions également d'argent et du travail au black et bien d'autres exploitations encore. Il y a un sacré dilemme autour, en tout cas, de la monnaie. Et vous remarquerez, parce qu'il est toujours important de regarder la manière dont sont tournées les phrases, le lexique employé, mais surtout, il y a un nom spécifique, mais en tout cas, la tournure, on va dire, des verbes. Là, c'est par ailleurs, l'euro numérique ne viserait pas, ayons nos conditionnels, à remplacer l'argent liquide, mais il viendrait, donc on est dans l'ordre de la supposition. Comme ça, l'AFP ne peut pas être attaqué d'avoir déformé son public. Si véritablement l'euro numérique ne visait pas à remplacer l'argent liquide, il serait inscrit sur ces articles, après avoir interrogé Van der Leyen et encore les autres sur ce projet-là. Par ailleurs, l'euro numérique ne visera pas
à remplacer l'argent liquide, mais il viendra s'ajouter. Or là, vous remarquerez, ces journalistes, ils jouent sur ces mots-là. Il viendrait, il ne viserait pas, on n'est pas certain, quoi. On ne sait pas trop. Donc d'un côté, on a des articles qui sortent à l'appel, construits en disant complot, complotiste, désinformation, pour tout tourner en dérision, et à la fin, la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire l'inacceptable d'hier, on commence à le refermer, on va dire qu'en même temps c'est pour sécuriser l'argent, que ça permet de se séparer des fois d'un intermédiaire, qu'on peut conserver une liberté, on va revoir ça après. Et finalement, les gens le demandent, l'utilisent. Là, il est marqué, l'euro numérique vise à rendre la monnaie de la Banque Centrale Européenne disponible sous forme électronique. Son développement est actuellement en phase préparatoire, ce qui signifie que des spécialistes réfléchissent à la mise en œuvre pratique de ce nouveau moyen de paiement. Et si donc on a un wallet que disent oui, c'est pas un compte courant, hein, on s'en fout, parce qu'en fait, ce wallet, c'est pas un fonds d'épargne, vous allez comprendre après, puisque dans l'explication de l'utilisation de la monnaie, c'est pour faire ses achats courants. Acheter en ligne, des vêtements, se faire livrer des livres, aller en boutique, acheter encore des produits ménagers, se rendre en boulangerie, en fait, faire ses achats quotidiens. Donc, on est clairement sur un compte courant. Sinon, expliquez-moi ce qu'est un compte courant. D'accord ? Dans une banque, un compte courant, c'est là où vous avez, je sais pas, vous recevez votre salaire et cet argent-là est disponible immédiatement. Vous ne l'avez pas placé, il ne travaille pas, il ne travaille pas pour vous en tout cas. Vous ne l'avez pas non plus mis en risque dans certains titres boursiers et celui-ci est accessible à n'importe quel instant. Vous pouvez le retirer au niveau des distributeurs, vous pouvez faire des achats en ligne ou encore vous rendre avec la carte dans les magasins. D'accord ? Et donc c'est un compte courant. Un wallet, comme il le renomme pour cet euro numérique, relève du compte courant. Juste, il joue de la manipulation sur le grand public qui, des fois, n'arrivera pas forcément à se mettre en tête la distinction alors qu'il n'y en a pas à la base. Comme l'a expliqué la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, on rappelle, son curriculum vitae, elle est passée par le Fonds monétaire international, elle est venue sous Sarkozy en France nous changer la loi sur le bio pour nous mettre plus de merde dans l'assiette, et hop, en copinage, en réseautage, la voilà qui est au secours, au sauvetage de cette Banque Centrale Européenne et travaille même à remodeler le système. Une première étape de cette phase en préparation devrait se terminer donc en octobre 2025, ça sera la première phase, mais en réalité de d'autres qui ont précédé, vu que je vous ai rappelé ce qui se passe avec la Banque de France. Et là on nous dit, hop, sur Internet, des informations, ça crie de partout, à ce que l'argent liquide viennent à disparaître pour être remplacés par des paiements uniquement et numériques dans la blockchain peut-être même, c'est-à-dire de bloc à bloc, on sait où a transité l'argent, à quelle heure, par quels moyens, voire même on peut remonter ce qui a été acheté et compagnie. Ce qui était à peu près déjà le cas avec les cartes, ceux qui ont déjà travaillé dans une banque savent comment ça se passe. Vous avez donc les transactions, quand vous allez dans les détails, vous pouvez voir l'heure d'achat, le magasin concerné, le montant, et encore d'autres petits détails qui peuvent aller avec, il me semble, si je ne dis plus de bêtises, il y a la taxe aussi, enfin que vous pouvez voir, il me semble. Et vous remarquerez que certains en ont profité pour conseiller aux internautes d'investir dans des crypto-monnaies, donc là c'est tous ceux qui sont farfelus, laissant entendre que les cryptos, le bitcoin, l'Ethereum et d'autres encore qui sont à côté, parce qu'il y en a certains qui s'intéressent aux stablecoins, c'est-à-dire des cryptos qui ne bougent pas. Tu n'es pas là pour spéculer, juste tu mets dessus et à tout moment tu retires, ça n'a pas bougé d'un iota. En fait, elle reste stable, d'où le nom, stablecoin. Et ils se pensent assez malins en sortant du système, alors que toutes les transactions de tous les jours, ou mensuelles même pour le loyer, pour les dépenses d'eau, électricité, quoi d'autre encore qu'on pourrait ajouter comme ça, les mutuelles et compagnie se font en euros. Donc avec ta crypto, je vois mal comment tu vas payer ton loyer, par exemple, ou encore ta bouffe en magasin. Donc les personnes qui appellent à investir dans les crypto-monnaies sont en réalité ceux qui ont déjà, parce que la plupart du temps ils n'appellent pas d'ailleurs à mettre dans les stablecoins, ce sont ceux qui sont possesseurs d'unités
dans ces mouvements de spéculation et qui attendent que des poissons ou des gens, en étant dans la panique, pensent obtenir une solution alors qu'en fait ils se font dépouiller dans un système pyramidal. Certains diront que ce n'est pas un système pyramidal, pour moi c'en est un, et je l'ai déjà expliqué notamment à une personne de très mauvaise foi. Ou bien de se tourner vers l'or, et bon nombre en se tournant vers l'or, que font-ils ? Ils achètent soit des actions, donc ne possèdent pas du tout l'or en physique, et sont à nouveau dépendants des marchés qui font n'importe quoi là actuellement, sont à un sommet qui n'est pas du tout normal, et pour les autres vont vouloir prendre de l'or physique, à un moment où à nouveau je vous dis c'est tragique parce qu'on est à des sommets, regardez le cours de l'or en 2000, regardez le cours de l'or en 2025, celui qui en achète maintenant il n'a rien compris, si ce n'est de se faire dépouiller et de faire le commerce de certains. Et de plus, quand vous achetez de l'or physique, vous êtes obligé déjà de 1 de le déclarer, et de 2, vous avez le commerçant qui prend sa part. C'est-à-dire, quand vous allez dans une boutique qui vous vend de l'or, eh bien, il prend sa part. Donc déjà, vous avez dépensé plus que ce que vaut le petit lingot ou la petite pièce que vous avez acheté. Secondo, parce que pour s'y retrouver, c'est des personnes qui se disent qu'à un moment, ils vont revendre leurs produits. Eh bien, quand vous allez le revendre, c'est pareil. Vous passerez par cet intermédiaire qui vous retransformera ça en quoi ? Ok, en devises qui sont finalement sur les marchés. Donc tu seras passé par un intermédiaire pour revenir, pour repasser par un intermédiaire, pour finalement être de nouveau dans un marché, on va dire, des devises classiques, euro, dollar, yuan, ce que tu veux, et tu te seras fait juste dépouiller par les gens qui auront joué de ta crédulité. Pour ceux qui ont du pognon, mais vraiment sur des comptes et pour lesquels ce n'est pas un problème, allez-y, foncez. Mais juste soyez intelligents. Est-ce que vous pensez que l'or va doubler ou tripler dans les années à venir ? La question est posée. Regardez la courbe depuis les années 2000. Normalement, il y a un moment où ça va être une dépressurisation. C'est une dépressurisation. Donc, j'arrive même pas à prononcer le mot. C'est-à-dire se dépressuriser comme, voyez-vous, un avion. Il enlève comme ça cet air. Il fait un appel d'air quelque part. Là, c'est la même chose. Et donc, on en arrive au communisme en Europe. Et pas le communisme forcément des Chinois, mais comme je vous l'ai dit, le communisme à l'américaine. Et ça fait déjà un petit moment que je vous en parlais, sans avoir découvert en plus cet article. Alors, je ne vais pas être trop long non plus sur cette phase-là. On est à quoi là ? On est à déjà une demi-heure, ce qui est assez bien, on va dire, pour le thème des crypto-euros. Wallet, conférence. Il y a quand même quelque chose, il me semble, que je voulais voir. Christine Lagarde a répondu qu'elle espérait que, je cite, « nous n'allions pas enterrer cet euro numérique et que nous pourrions le réaliser ». Elle a ensuite mentionné une date limite fixée à octobre 2025, mais a également ajouté, je cite, « nous ne serons pas en mesure de progresser si la Commission, le Conseil et les parlements ne concluent pas leur processus législatif ». Donc cette femme veut absolument pousser à ce qu'il y ait une sorte de loi, d'obligation, de règles, et entre autres auprès des commerces. Vous allez le comprendre juste après. On rappellera que Christine Lagarde, c'est elle qui nous dit que l'Union européenne a des valeurs talmudistes. Vous comprendrez par des propos de cette femme hautaine, de cette dangereuse criminelle, que quand elle dit qu'on a ni plus ni moins des racines talmudiques, ce qui est entièrement faux. Elle n'a pas dit les racines chrétiennes, elle a dit des racines talmudiques, donc contre les chrétiens. Et on comprend mieux du coup le projet qu'Allergie, dont je vous ai déjà parlé, l'idée de renverser l'Europe par justement l'islam, parce que l'islam en fait c'est une création talmudique. Et donc on comprend même l'idée pareille du financement par la Commission européenne d'un Coran, d'une réétude par rapport au Coran et aux mouvements religieux musulmans dans l'Europe à hauteur de 10 millions d'euros. Et bien d'autres projets qui ont été mis à jour. Donc ce sont des traîtres à la nation, ce sont des criminels et qui travaillent à renverser d'ailleurs nos souverainetés, nos moyens d'être en dehors de leurs griffes. Et là, le site de l'Union européenne nous parle de ce projet. Pourquoi l'Europe aurait-elle besoin de l'euro numérique ? L'euro numérique serait une forme électronique d'espèces adaptée au monde numérisé. Les consommateurs pourraient utiliser de la monnaie de banque centrale sous un format numérique.
en complément des billets et des pièces. Donc, comme je vous l'ai expliqué, les billets et les pièces ne seront pas disponibles par cette monnaie de banque centrale. Ils le seront par les banques commerciales. Et notamment par Cash Service. L'euro numérique leur faciliterait apparemment la vie aux utilisateurs, aux citoyens de l'Union européenne, en proposant une solution qui n'existe pas actuellement. Un moyen de paiement numérique universellement accepté dans l'ensemble de la zone euro. Les paiements numériques en soi existent déjà. Quand vous êtes avec votre compte à payer sur Internet, c'est en soi un paiement numérique. Juste, je vous dis, c'est dans la rhétorique qu'ils sont, du sophisme, ils jouent des tournures de phrases pour comme ça vendre tout un programme. Pour les paiements dans les magasins, c'est pareil, une carte bancaire, carte de crédit faisait déjà le boulot. En ligne ou entre particuliers, en tout cas ils proposent que leur crypto serve à ça. Comme les espèces, l'euro numérique serait sans risque. Alors déjà c'est pareil, on n'est pas sur des amateurs, on est sur des spécialistes qui rédigent ça. Dire que les espèces étaient sans risque, c'est un mensonge. Par les espèces, il y a des contrefaçons. Il existe également plusieurs malversations dont je vous ai déjà parlé juste avant. Largement accessible, facile à utiliser et gratuit pour les utilisations de base. Il renforcerait en outre l'autonomie stratégique et la souveraineté monétaire de la zone euro en améliorant l'efficacité de l'écosystème européen des paiements dans son ensemble, en favorisant l'innovation et en augmentant sa résilience face à d'éventuelles cyberattaques ou perturbations techniques telles que les pannes d'électricité. Donc pour éviter les pannes d'électricité, on est normalement sur un système peer-to-peer, d'ordinateur à ordinateur. C'est-à-dire, l'un est désactivé, pas de problème, d'autres serveurs, quelque part, d'autres ordinateurs ont l'information également en parallèle et peuvent prendre le relais. C'est à peu près ça l'idée. Comment l'euro numérique pourrait-il contribuer à l'autonomie stratégique de l'Europe ? Et là, on nous explique que, notamment dans le système SWIFT, mais plus particulièrement dans le Mastercard et le Visa, donc dans les paiements à l'international et même dans nos magasins sur Internet, c'est Mastercard ou Visa en général. Si je ne dis point de bêtises, il me semble que c'est américain et donc on dépend d'une nation extra-européenne. Et c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui renverser. En créant un modèle tout nouveau, pour la zone euro en tout cas, pour l'Union européenne plus particulièrement, il pourrait favoriser des échanges qui ne seraient donc plus taxables par le phénomène Mastercard ou Visa. Les solutions de paiement numérique européennes actuelles s'adressent principalement aux marchés nationaux et à des utilisations bien précises. Pour effectuer des paiements dans les pays européens, les consommateurs doivent recourir à quelques prestataires, donc ils les ont pas mis, mais je pense que c'est ça, qui dominent désormais la plupart de ces transactions. L'euro numérique pourrait donc contribuer à réduire la dépendance de l'Europe à l'égard de prestataires de services de paiement privés non européens, donc pour moi c'est les Américains mais sans les citer, tout en faisant contrepoids à leur position dominante sur le marché. Alors allons un peu plus loin, je ne vais pas être non plus dans la redondance. Pourquoi nos concitoyens voudraient-ils utiliser l'euro numérique ? Eh bien pour apparemment s'en servir d'un moyen de paiement, tout simplement universellement accepté, que les particuliers pourraient utiliser, et là vous remarquerez que c'est appuyé plusieurs fois dans leur proposition, gratuitement. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir des directives de monnaie pour que, par les banques commerciales, quand tu achètes dans les magasins, tu sois taxé. À chaque fois, à chaque transaction. Chaque retrait depuis une banque commerciale serait peut-être également taxé depuis une décision, une loi émanant de la Commission européenne et de leur idée. Parce que là, regardez, le wallet, donc le portefeuille, servira à être utilisé gratuitement dans les magasins, sur Internet, ou entre les magasins et Internet, ou bien même entre particuliers également. En termes d'achat sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur ces plateformes-là. Ils auraient ainsi la possibilité de payer de façon numérique tout en continuant à utiliser un instrument de paiement public. L'euro numérique serait également disponible à la fois en ligne et hors ligne. Alors là, c'est magnifique. En fait, ils ont anticipé quoi ? Que les anciens, particulièrement, et des personnes œuvrant pour la totale liberté et le moins de flicage possible, leur fermer la bouche. C'est-à-dire que
La majorité des gens, quand ils sont en désaccord, bon, ils vont s'exprimer sur Internet, ils vont en parler entre eux, ils vont dire c'est scandaleux, l'euro numérique ça va faire quoi? Ça va nous fliquer. La moindre des transactions sera dans la blockchain, donc alors ils en parlent peut-être pas comme ça, mais ils disent voilà, l'informatique va pouvoir faire un historique et répertorier la moindre de nos transactions. C'est-à-dire si je donne, là où hier dans ma famille, imaginons un grand-père parle, mon petit-fils venait, je lui donnais 10 euros comme ça d'argent de poche, ou encore la grand-mère, pareil, je lui donnais 20 euros pour qu'il se fasse plaisir, ce n'était pas déclaré. Et c'était de main à main, c'était du cash. Et là on leur promet un système hors ligne. Sous-entendu, vous aurez le modèle en ligne, donc connecté, depuis votre portefeuille, pour payer en magasin, sur Internet ou même entre particuliers, mais vous aurez aussi la possibilité, soi-disant, de faire des paiements de façon un peu plus anonyme, moins fliquée, hors ligne. Or, tout ça, ça tient pas la route. Pourquoi? Et je suis pas un expert, hein, mais c'est tout con. Pour avoir le wallet, vous avez donc ce qui s'appelle une clé d'identification. Celle-ci vous connecte à votre numéro unique, votre numéro de compte. D'accord? Si on image ça, c'est un numéro de compte. C'est le vôtre. Celui-ci, il dépend d'une base de données. D'accord? Il est enregistré. Lorsque vous le créez, il est à 0 euros et imaginons la limite, c'est 3000 euros. Donc 0 sur 3000. Si vous souhaitez le recharger, vous passez donc de votre banque commerciale, vous faites un virement ou encore vous passez dans certains sites, c'est-à-dire des distributeurs de cash notamment, vous pouvez des fois également faire des dépôts. Et donc vous déposerez votre liquide et vous pourrez soit le créditer sur le compte courant ou le basculer depuis ce moyen-là vers la Banque Centrale Européenne. D'accord? Et donc imaginons, vous arrivez à les maximum 3000 euros. Vous avez votre clé, qui est votre portefeuille, enregistré à votre nom, il y a la carte d'identité déjà, il y a l'identité numérique, tout ça c'est lié avec. Ensuite, vous êtes en ligne lorsque vous faites ça. Et vous décidez, de basculer dans le modèle un peu navigation privée, c'est-à-dire hop, hors ligne, pour donner à votre petit-fils, ou encore à votre mère, ou peu importe, quelqu'un de votre famille par exemple. Ou faire même une transaction comme ça, librement, sans vouloir être fliqué. Ça signifie quoi? Que de votre portefeuille, eh bien vous allez devoir émettre l'argent vers un autre portefeuille. Et ça, si c'est hors ligne, c'est infaisable. Parce que c'est géré par les serveurs. C'est-à-dire que les portefeuilles ne sont pas enregistrés sur votre propre téléphone. Donc la transaction, déjà, expliquer que ça serait hors ligne, c'est un contresens. Secondo, imaginons même que ce soit possible. Lorsque vous venez à vous connecter pour pouvoir recharger votre portefeuille, de facto, toute la liste des paiements qui sont effectués, puisque vous êtes retourné par exemple à 0, eh bien ils vont directement dans la base de données de ces gens-là, de la Banque Centrale Européenne. Donc leur modèle en ligne, hors ligne, c'est juste en fait comme si vous affichez un logo sur une application et vous prenez pour des cons. C'est clairement ça. Au nom de la protection de la vie privée, parce que derrière, ils sont totalement cons. Ils ont mis en place la RGPD, Réglementation Générale pour la Protection des Données, et en même temps, là, ils sont en train de mettre un modèle qui sera en ultra-surveillance, et pas seulement depuis un État, mais dans tous les États de cette alliance. C'est complètement dingue, et c'est pour ça que je pense qu'en termes de législation, comme ils sont en train de parler, c'est un bourbier total. Ou bien ils vont devoir retravailler, selon ce que je pense, on verra dans les mois à venir, la réglementation générale de la protection des données, ou bien ils vont devoir assouplir leur modèle, et je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, pour qu'il y ait un vrai modèle hors ligne, ce qui est infaisable. Puisque, comme je vous dis, pour le donner, contrairement au cash, où ça passe d'une main à une autre main, et on ne sait pas vraiment où ça s'est situé, juste du numéro de série de billets, on sait quand est-ce qu'après il est réinjecté dans le système, ça oui, c'est-à-dire quand il y a les tris, quand ça passe, vous savez, quand vous achetez en magasin, par exemple, ou je sais pas, vous déposez à la banque, eh bien, il y a, par exemple, Brinks qui passe, et eux récupèrent l'argent, vont le compter, et ça passe dans des trieuses, mais également dans les numéros de série, il me semble, qui sont vérifiés. Donc ils peuvent savoir si c'est des billets qui ont été volés, bref, ils ont toutes les informations, et là, en effet, on voit qu'à ce moment-là, il est retourné dans le circuit depuis un magasin. On ne sait pas qui a consommé, pas ce qu'il a consommé, pas non plus le jour où il était... Bref, c'est beaucoup plus vaste. C'est un brouillard. Et eux, ils essayent d'avoir un méga visuel pour contrôler intégralement ce que les gens font. Comment ils se comportent sur Internet, ce qu'ils émettent en idées, en religion,
encore actions ou autre, la façon dont ils payent, on arrive au modèle où vraiment tout est anticipé, vous voyez, c'est-à-dire ils travaillent à ça en tout cas. Ni plus ni moins, un dossier citoyen avec l'identité numérique, les paiements, vous m'avez compris. Et donc là, c'est un non-sens total. Encore une fois, je vous l'explique, je ne suis pas un expert, j'ai pas fait des études dans le domaine économique, mais je veux dire, il suffit de réfléchir 5 minutes pour voir la manipulation de l'AFP dans leur manière de présenter les choses. Certains chercheurs, on a l'impression, en corrélation ou bien en contact auprès de certaines corporations, voient que prochainement, il risque d'y avoir de la panique bancaire, des gros mouvements incompréhensibles pour les gens lambda, donc ils risquent d'y perdre gros. Et elle, avec ses valeurs talmudistes, islamistes, parce que c'est la même merde, je vous l'ai déjà expliqué, travaille à refaçonner l'Europe, et entre autres par l'euro numérique. Donc l'euro numérique remplacerait-il les espèces ? Non, il serait apparemment complémentaire, il coexisterait, voyons. Quelle valeur ajoutée l'euro numérique aurait-il pour les commerçants ? Donc là c'est pareil, il pourrait constituer une solution plus facile, moins coûteuse. En clair, ils font la pression avec Mastercard, Visa, et quand c'est payé en carte bancaire, il y a un frais de transaction. Et également, ils expliquent que comme on sera en euro numérique, que les gens auront plus la monnaie dans la main, que se passera-t-il ? Eh bien, ils dépenseront plus. C'est à peu près ça. Alors, je ne sais plus où je l'ai vu, je crois que c'était peut-être après. Il pourrait également permettre aux commerçants de bénéficier de taux de conversion aussi, concrétisation d'achat par les clients plus élevés. Cela serait particulièrement avantageux pour les achats en ligne que les clients abandonnent moins souvent lorsqu'ils sont familiarisés avec l'instrument de paiement. Enfin, l'euro numérique permettrait aux commerçants de recevoir des paiements instantanément, sans frais. Quelle valeur ajoutée l'euro numérique aurait-il pour les intermédiaires ? Donc là, pareil, ils remettent certaines infos. Pour le fonctionnement, donc là, pour l'instant, ils ne savent pas trop, ils sont en train d'étudier les choses. La première étape consisterait à créer votre portefeuille en euro numérique, comme je disais, via votre banque commerciale ou bien un bureau de poste. Donc, et pareil, le bureau de poste, nous, pour la France, est lié à France Connect, enfin, avec l'identité numérique, et on voit que tout match. Et d'ailleurs, j'aurais dû prendre encore plus de temps pour vous faire cette vidéo, mais il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, en 2017-2018, quand je faisais les premières vidéos, je vous avais montré, quand ils travaillaient sur l'euro numérique déjà à l'époque, qu'il y avait des discours de certains qui étaient dans le parti de Macron, au gouvernement, et qui disaient que pour l'identité numérique et même les paiements, il fallait que ce soit des actions quotidiennes. L'identité numérique, pour l'instant, c'est resté en stand-by parce qu'on ne l'utiliserait pas quotidiennement. Mais si on y lie l'accès au compte bancaire et la possibilité de dépenser, plus de s'identifier dans certains lieux, le titre de transport, entre autres, qu'on pourrait y lier, et encore d'autres champs d'activité de ce que l'on peut faire tous les jours dedans, l'identité numérique va s'imposer d'elle-même. Clairement. Et c'est ce à quoi ils travaillent aujourd'hui. Qui pourrait utiliser l'euro numérique ? Donc là, pareil, après, il y a pas mal de détails, je vous laisserai aller consulter. Quel niveau de confidentialité ? Voilà, le respect de la vie privée est l'une des caractéristiques les plus importantes à prendre en compte dans la conception de l'euro numérique. Conçu pour fonctionner hors ligne, ce que je vous expliquais, ça ne tient pas la route, il offrirait aux utilisateurs un niveau de confidentialité similaire à celui des espèces. Alors, pareil, je veux dire, le commun des mortels a compris la chose. L'espèce, tu me la donnes dans la main, je la passe à d'autres personnes, c'est passé déjà dans une autre famille, ou encore, ça a même traversé le pays. Qui a pu suivre cette monnaie ? Personne. Par contre, l'idée de donner d'un wallet à un wallet hors ligne, du coup, tu ne le possèdes pas vraiment physiquement. C'est dans un monde numérique, c'est dans un monde électronique. Donc, c'est traçable. C'est trouvable. C'est tout. Je n'irai pas aller chercher plus loin. Que ce soit pour envoyer de l'argent ou pour payer dans les commerces, lors du paiement hors ligne, seul le payeur et le bénéficiaire connaîtraient les détails de la transaction. Vous voyez, c'est sur ça qu'ils jouent, je vous l'ai dit. La façon dont ils conjuguent leurs verbes. Et le bénéficiaire connaîtrait. Vous voyez, seul le payeur et le bénéficiaire connaîtraient, mais c'est pas de l'affirmation, vous voyez, c'est une supposition, c'est de l'ordre
Comment la BCE garantirait-elle le caractère inclusif de l'euro numérique? Donc l'euro numérique serait un bien public, allez, ça appartient à tout le monde, comme les billets et les pièces, mais sous forme numérique. L'euro numérique serait gratuit pour les utilisateurs et les utilisations de base via une application mobile ou une carte physique. Il serait également disponible hors ligne pour les utilisateurs disposant d'une connexion limitée. Le projet de législation présenté par la Commission européenne prévoit que les établissements de crédit distribuant l'euro numérique seraient tenus de fournir gratuitement des services de paiement de base en euro numérique si leurs clients en font la demande. Donc, obliger les gens à accéder à ça. Et à autre chose, pour les gens en situation de handicap, ayant des limitations fonctionnelles ou des compétences numériques limitées, puissent payer en utilisant l'euro numérique des entités publiques telles que les bureaux de poste seraient désignés dans chaque pays dans la zone euro. Ces entités offriraient gratuitement aux personnes à risque face à l'exclusion financière numérique un soutien, un accès gratuit aux services liés à l'euro numérique, comme une aide en face à face à une assistance spécifique lors de l'ouverture d'un compte en euro numérique et pour l'utilisation de tous les services de base en euro numérique. Un accès gratuit, vous voyez, je vous dis, il joue absolument sur ça. C'est-à-dire que derrière, il prévoit déjà pour moi de mettre des taxes partout sur ce que l'on utilisait jusque-là. Et peut-être même mettre la pression particulièrement aux commerçants. En disant aux commerçants, si maintenant tu veux rester dans les billets, dans la tradition des pièces et des billets, eh bien, tu en paieras le prix. Et donc derrière, tu seras obligé de facturer plus cher aux clients. Comment la BCE garantirait-elle que le fonctionnement des paiements en euros numériques soit identique dans l'ensemble de la zone euro? Donc à préparer, intermédiaires supervisés, comme les banques de la zone euro, seraient chargés de distribuer l'euro numérique, afin d'assurer la mise en œuvre. Alors c'est étrange, d'un côté vous disent, on va être distinct des banques commerciales, mais de l'autre, on va quand même être dépendant des banques de la zone euro pour faire notre système. C'est vraiment... c'est un bordel. Bref, après il continue à vous le vendre. Je vous laisserai aller voir ça. L'euro numérique reposerait-il sur une technologie des grands livres distribués, Distributed Ledger Technology, par exemple la blockchain? Pour la conception de l'euro numérique, l'eurosystème expérimente différentes technologies, centralisées ou décentralisées, y compris des technologies des grands livres distribués. Cependant, aucune décision n'a encore été prise à cet égard. Mais nous, on sait déjà à 100%, c'est de la blockchain. La Banque de France n'a pas travaillé sur rien sur ce système, pour rien sur ce système, donc on sait ce qui va devenir. Où en est le projet? Donc eux, ils nous disent que ça a débuté en novembre 2023. Faites des recherches et vous verrez, ça a débuté dès 2017-2018 en France, mais bon, laissons-le dans la propagande. Et pour ça, je vous l'ai expliqué. Nous sommes à 53 minutes, que je remette ceci, et je vous propose maintenant de poursuivre ce livre. Alors je ne pensais pas que ça serait aussi long pour en arriver à cette Banque Centrale Européenne et à cette idée-là, mais aujourd'hui, sur le marché international, il y a aussi l'idée de conscientiser les gens sur leur comportement, leurs moyens de paiement et leur mode de consommation. La responsabilité individuelle est la clé de la prospérité collective. S'il est bien une idée fixe à laquelle le néolibéralisme revient toujours, c'est que les évolutions humaines dépendent de la volonté des individus. Être en bonne santé, se former, trouver un emploi, protéger sa famille, changer ses habitudes de consommation, etc., seraient au fond des actes de foi. Le revers de la médaille est évidemment que toutes les infortunes relèvent réciproquement du bon ou du mauvais vouloir des individus. La pauvreté, le chômage, la maladie, la pollution, etc. seraient des choix plus ou moins contraints. En revenant aux sources de la protection sociale, on comprend qu'elle a justement été inventée pour libérer les personnes du poids de leurs responsabilités dans des évolutions sociales dont elles subissent les effets sans pouvoir en influencer les causes. On a un système, certains diraient un écosystème qui se met en place, et de nos changements d'habitude de consommation, nous en sommes arrivés à plus d'industrie, pollution de l'air, pollution des eaux, la bouffe ultra transformée dans ces laboratoires chimiques industriels, donc impact sur la santé. Mais pour autant, l'homme en soi a la décision de rester dans
des zones à forte émission, par exemple, ou encore de consommer tel ou tel produit en magasin. Tout ça relève du choix de tout un chacun. Et en même temps, on est contraint par rapport au portefeuille, à la disponibilité de là où on se situe, de notre éducation également, de pouvoir répondre aux choses. Et alors l'État veut être la solution en arrière-plan en disant « Non mais n'essayez pas de vous conscientiser, de réfléchir sur ce qui ne va pas actuellement dans notre société et comment on pourrait en arriver à un tout autre processus. Non, non, non. Dormez, braves gens. Continuez à consommer quand vous serez malade. On vous prendra en charge. Dormez, braves gens. Laissez ça entre les mains des experts. » C'est à peu près ce qu'il est laissé entendre. Le dommage social, sans faute, est la notion centrale de la loi du 9 avril 1898 qui fonda la protection sociale en France en prévoyant des indemnisations pour des accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail. Cette loi inaugurale avait été précédée de l'avènement de la notion de bien-être collectif dans les années 1880 en Allemagne. Donc c'est les mouvements socialistes, faut le comprendre. Le socialisme britannique, français, et surtout bien révolutionné par les Allemands. Et le truc, c'est qu'on voit que c'est du socialisme qui ramène à nouveau un communisme, bien-être collectif, la solidarité, vérifier que chacun adopte les bons comportements, les bonnes pratiques. Et voilà que la reconnaissance du bien-être collectif et l'institution de la protection sociale sur ce socle ont permis une émancipation des personnes sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Cette approche sociale du progrès humain est essentielle en matière de santé, laquelle est soumise dans le contexte néolibéral à un assaut individualiste facilité par l'emprise numérique. D'un côté, le numérique est là pour nous sauver, de l'autre, le numérique a aussi son empreinte et sa marque sur les hommes. Les comportements individuels étant réputés déterminants dans l'état de santé, les appareils numériques personnalisés seraient les vecteurs de la bonne santé. C'est-à-dire, d'un côté, toute cette ère de numérisation a individualisé les gens, les rend malades, dépressifs, anxieux et compagnie, et de l'autre, en même temps, ces appareils vont permettre la personnalisation de la prise en charge. Une question, une réponse. Un problème, une solution. C'est comme ça qu'ils agissent, et c'est ce à quoi ils travaillent pour que l'homme soit mis sous algorithme. C'est-à-dire, il y a un double de lui-même, et de ce double-là, on puisse se donner des directives, notamment sur quoi consommer, attention au cholestérol, attention là au sucre, tu pourrais entamer des problèmes de diabète. Et comme ça, on va en fait du numérique l'attacher à l'homme et lui donner des comportements adoptés. Ça va être pour la santé, ça va être pour l'économie. C'est-à-dire, attention, là, tu as peut-être acheté trop de vêtements cette année, alors que tu peux aller sur les marchés d'occasion. Et donc, tu ne pourras plus vraiment choisir ce qui te plaît véritablement, ou alors il faudra payer plus cher. Le bien de l'humanité passe par son environnement, l'écologie. Donc la taxe carbone, dont nous allons parler après. Et c'est ce genre de choses, petit à petit, qui vont mettre les périmètres délimités, là où on a le droit de gambader, et là où on outrepasse quelque part notre droit au vu du respect des autres. On est peut-être parti trop en vacances, trop loin au niveau de la destination, on a peut-être fait trop de restaurants et ce genre de choses. Et c'est un total contrôle dont nous allons parler également. Les travaux sur ces sujets montrent au contraire que ce sont les logiques sociales qui constituent la clé permettant de comprendre la salutogenèse, ce qui permet la santé, comme la pathogenèse, ce qui explique la maladie des populations. C'est ce que montre par exemple le rapport Marmot sur l'équité sanitaire au Royaume-Uni, publié en 2020, qui s'alarme de la baisse de l'espérance de vie dans les communautés les plus défavorisées du pays, après des décennies de progrès partagés du fait de l'austérité imposée au service de soins et du délitement social britannique. Un jour c'est un modèle et à un autre moment on doit les dénoncer. Il y a un autre endroit que je voulais vous mettre également en lumière. Alors, tout de même, c'est au volontariat dans un premier temps, ils appuient également sur ça. L'économie elle-même n'est pas la caricature que l'on présente habituellement sous la forme d'égoïsme individuel agrégé par la magie du marché. Adam Smith, père fondateur de l'économie politique, a bien montré
dans ses premiers écrits comment une combinaison d'empathie et de confiance sous-tend et rend possible toutes les interactions marchandes. Il ne s'agit aucunement, que ce soit en matière économique, sociale ou écologique, de dicter les comportements individuels, mais justement d'offrir à chacun et à chaque individu les moyens collectifs de son émancipation. Et ce qu'ils appellent l'émancipation, c'est mettre à disposition une palette. Hop, tu as dans cette couleur-là, ça c'est pour la santé. Hop, tu as dans cette couleur-là, c'est pour ton comportement à adopter. Hop, dans cette couleur-là encore, je sais pas, c'est comment alimenter le système et le faire progresser par la délation, par la mise sous surveillance, et par ce genre de comportement quelque part. Mais on vous force pas. On vous donne les bons points, quoi. Nous avons contenu les inégalités grâce à la générosité de notre modèle social. Donc tout est basé sur un modèle social où de base on vit pour, on va dire, une certaine communauté. En général, dans un pays, c'est pour sa nation, on se reconnaît dans son peuple au résultat, et on a tout intérêt à ce qu'on puisse prendre soin des uns et des autres. Sauf que dans un modèle où ça s'internationalise, et finalement, on est dans un multiculturalisme. Vous croyez vraiment que, je sais pas, par exemple, l'Asiatique résidant en France, on a quelque chose à faire du Portugais résidant en France. Ou bien encore, la communauté noire a quelque chose à faire de la communauté maghrébine, ou bien ces autres communautés africaines de la communauté blanche européenne. Pas du tout. Et c'est là où leur modèle ne tient pas. Il n'y a pas une forme de racialisme quelque part, mais plutôt de communautarisme qui s'exerce, et qui en arrive à ce que nous écrivait dans le choc des civilisations Huntington, où en fait, quand tu te reconnais plus en l'autre, tu es déjà disposé quelque part à faire une guerre de territoire, culturelle, et peut-être sur d'autres modes encore, même économiques, avec le boycott, avec la manière de consommer, et on l'a vu. Dans des conflits à l'international, il y a eu des systèmes de boycott. Dans des prises de position, c'est pareil. Et en même temps, il y a le favoritisme. Alors, là où c'était dénoncé pour les Blancs, soi-disant d'être dans un entrisme et de discriminer les nouveaux arrivants pour le logement, pour le travail et pour encore bien d'autres choses, nous apercevons que sur notre territoire, par exemple français, on pullulait des commerces, entre autres africains, et qu'il y a des arrangements, on va dire. Là, il y a des tarots qui ne vont pas être faits de la même manière. Comment dirais-je encore ? Il y a des gens, ils vont éviter absolument d'aller consommer dans une boucherie française, vraiment française, avec tous les produits qui peuvent exister du terroir. Vous comprenez ? Ils vont préférer s'allier dans leur communautarisme religieux, par exemple aller consommer du halal. Donc cette solidarité, où hier on pouvait en effet dire il y a un modèle social et les gens ont tout intérêt en travaillant à remettre dans un pot commun et à redonner aux plus nécessiteux et à participer à des personnes malades, etc. Là, cette solidarité, elle va s'effriter. Pour l'instant, elle tient encore parce qu'il n'y a pas une majorité qui s'est imposée parmi d'autres. Vous voyez, même si on commence à tanguer de plus en plus et on voit que ce modèle-là n'est plus accepté parce que pour certains, contribuer pour les koufars, c'est pas bien, parce que pour d'autres, contribuer pour les colons, entre guillemets, aux descendants de colons, pareil, c'est pas bien. Et donc on a des discours qui vont s'alimenter petit à petit et conduire à ce qui nous avait été présenté comme un progrès. Parce que pour que ce progrès fonctionne, il faut que le peuple soit bien établi, solide, pas comme ça, agité avec plein de communautarisme à l'intérieur. Des États dans l'État, ça marche pas. Et on nous dit, alors, lui, c'est pas son point de vue, hein, ça c'est ce que moi je vous partage. Lui va nous expliquer que c'est un fait depuis le début de l'ère néolibérale, la France a su mieux que les autres pays de l'OCDE contenir les inégalités de revenus. Mais cette situation ne doit rien au hasard. Alors, on a contenu les inégalités de revenus pour payer les logements, pour accéder à la bouffe, mettre dans les associations et animer des activités pour des gens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, par exemple. Payer les transports en commun. Ça, c'était possible quand il y avait un marché sur le territoire. C'est-à-dire quand le français appréciait consommer majoritairement français. Mais comme il n'y a plus cet amour pour la nation, cette appartenance identitaire à la langue, à la manière de consommer, de se comporter, au culturel et compagnie, eh bien, on a moins d'argent réinvesti. Il y en a, ils vont faire leur thune ici, puis ça part en cash union.
C'est-à-dire ça part pour les pays à l'autre bout de la planète. Il y en a d'autres qui vont faire leur argent ici et ils vont le sortir, voire monter des sociétés, les faire en faillite et après essayer de se barrer, prendre la tangente sous faux nom ou ce que l'on veut. Donc, moins de finances, moindre investissement, la solidarité, vous en doutez, elle vient s'éclipser, et alors il faut taper dans un budget de l'État, et pour ce faire et répondre aux demandes de population vieillissante, de logements qui augmentent en prix, où il faut mettre du coup des forfaits APL, hop là, toujours... mais voyez, les chéquiers sont dépensés, et en même temps avec des mauvaises directives, où comme il n'y a plus la souveraineté pour la nation, les mastodontes, eux, sont rachetés par des étrangers, les Chinois, les Américains qui mettent la main sur les entreprises qui faisaient briller la nation. Donc les bénéfices sont ailleurs. Des fois même, il y a des montages financiers pour des évasions fiscales. Les recettes diminuent, les dépenses sont toujours plus importantes, puisque derrière, on importe des populations, des fois en mauvais état de santé, et qui vont nécessiter des suivis, des médicaments, ce genre de choses. Donc on dépense. Et voilà comment on est passé, il me semble, dans les années 50, 60, de 20% d'endettement par rapport au PIB à des 80%, 90%, et où l'on a dépassé 100 et même 114%, il me semble, actuellement, pour la France. Donc une situation intenable, et de ceci, immédiatement, dans cette catastrophe qui s'enchaîne, une privatisation. Le choc des civilisations à la Naomi Klein va s'exercer. Là où demain, quand il y aura, par exemple, des problèmes environnementaux, on ne pourra plus investir, le privé sera là pour investir. Et donc s'accaparer les terres. Pour les agriculteurs, pour les endroits, les écoles, par exemple, qui sont défaillantes, pour les hôpitaux d'eux-mêmes, où on a également des constructions qui ne sont pas aux normes, pour les HLM, le logement, c'est exactement pareil. Hein. L'argent public qui a été investi dans des entreprises assez malhonnêtes, où ils prennent pas le temps de bien consolider les constructions, et derrière, ça entame des fuites, des moisissures, et plein de problèmes comme ça. Et j'ai travaillé dans le domaine notamment de l'immobilier, et dans l'aspect particulièrement, comment dirais-je, des logements sociaux. Et je peux vous dire, tous les jours ça appelle. Problème d'infiltration, les blattes, après le non-respect également des zones communes par exemple, et ce genre de choses. C'est scandaleux. Revenons-en au livre, je vais essayer de ne pas être trop long, et aujourd'hui j'inverse quelques petites notions, c'est pas grave. Vous comprenez mon message, et c'est ce qui compte. Donc on était là, 37, et on arrivait à 38. Elle a par ailleurs laissé se développer de fortes inégalités autres que de revenus qui menacent la cohésion française. Alors les inégalités qui vont être expliquées par certains, on en a déjà parlé, c'est les pauvres étrangers, descendants d'étrangers qu'on doit considérer comme nos aïeuls. Hein, pareil, même égalité, pas de différenciation. Nous par contre, quand on va chez eux, si on devient un nouveau citoyen, on nous le fera savoir. Nos enfants, pareil, ils leur diront « Non, toi t'es un nouveau, tu vois, t'es pas comme celui qui est là depuis 10-15 générations. » Par contre, en Occident, interdit. Il est strictement, pourtant interdit d'interdire selon les slogans, non, il est surtout interdit de pouvoir différencier l'autochtone de 4, 5, 15 générations de celui qui vient juste d'arriver ou qui est d'une génération toute fraîche. Et au passage de cette non-différence, le remerciement de ces nouvelles populations a été de propos comme « nique la France », on déteste ces colons, il y a ce côté revanchard, cracher sur le drapeau, ne pas aimer notre pays, etc. Voilà le remerciement qu'a été de la part de ces gens qu'on a ni plus ni moins nourris depuis plus jeunes, où dans leur cité, on leur a offert des logements en loyer modéré, quand les autres se crèvent le cul pour avoir des logements plus petits et quasiment au double du prix. Mais ça, il n'y a toujours pas de remerciement. Vous avez également des investissements à coût de millions, et on l'a vu dans les quartiers, pour des loisirs, faire des activités, monter des associations qui n'existent même pas en campagne, mais c'est jamais assez. C'est jamais assez, apparemment ils sont discriminés, ils vivent mal leur vie, mais que viennent-ils faire ici ? Être généreux, c'est faire preuve à titre individuel de sentiments nobles parfois excessifs. On comprend donc très bien pourquoi l'idéologie néolibérale rabat le modèle social sur le concept de générosité. Et je voudrais juste marquer autre chose dans ce que je développais.
Je regardais sur les réseaux sociaux, là, il y a une forme d'influenceur qui est parti en Chine. Il filme, il fait son tour, il achète ses contrefaçons, et il rentre dans une boutique chinoise où il y a un musulman qui sort son tapis de prière et il fait comme ça, en plein dans le commerce, sa prière. Et c'est pas une mise en scène. Et le français, qui doit pas être différencié des autres français, mais bon, on a vu son origine, c'est maghrébine, pratiquant l'islam, dit regardez, la France c'est raciste, nous en France, on pourrait se permettre de faire une telle prière dans un commerce. Normal, c'est pas le lieu. Et maintenant, comme apparemment on serait fermé d'esprit et qu'on serait mauvais dans notre nature quant à leur égard, bien, j'aimerais bien voir leur réaction si un chrétien ou un bouddhiste se rend dans un pays du Maghreb ou bien même un pays du Moyen-Orient, en remontant un peu plus de l'autre côté, et commence à faire, je sais pas, une prière chrétienne comme ça, ou bien tout simplement tenir des propos religieux en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Alléluia, et puis faire sa prêche, par exemple, son prêche, ou même une simple prière, s'agenouiller, faire le signe de croix, ou pour un bouddhiste, je sais pas, d'un coup, poser son tapis et se mettre à méditer. Ça passerait pas. Dans un commerce musulman, par exemple, au Maghreb, ou même en Afrique noire pour certains pays, ou même encore dans le Moyen-Orient. Ça ne passerait pas. Donc pourquoi ces gens viennent à reprocher aux Français qui ne peuvent pas faire ça dans des commerces laïques, qui ne peuvent pas faire ça même dans des commerces lambda? Parce que si nous, on suit leur modèle, immédiatement ça fait scandale, ça part en bagarre, ça part encore une fois en des termes qui ne tiennent pas. Mais ces gens, partant à l'international, voyant un autre modèle qui apparemment semble leur plaire, pour cet influenceur, c'était la Chine. Pourquoi, au lieu d'insulter la France, de dire qu'on serait des racistes, il va pas à ce moment-là décider de s'installer en Chine? Parce que la France le nourrit, parce que la France lui donne tellement de confort, la France aurait été le privilégié. Voilà ces hypocrites. Et comme je vous le disais, je vous l'ai mis dans les messages, il n'y a pas plus hypocrite que cette communauté. Ils vont vous tenir des propos comme quoi on est frères, sœurs, comme quoi on peut bien s'entendre ensemble, on est en harmonie, on a toujours vécu en coexistence. Il n'y a pas plus hypocrite. Leurs propos, faut jamais les prendre au premier degré. Faut dire oui, acquiescer à la rigueur pour pas débattre, parce que vous savez que vous débattez avec un masque. Allez, dites-leur oui. Mais connaissez la réalité et sachez débattre et argumenter. Montrez leurs hypocrisies, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, ils opèrent de différentes manières. Et ça, c'est important à rappeler aussi. Revenons-en à ces écrits. Tac. Mais l'idée qui exprime le mieux la réalité du modèle social français est celle de la solidarité. Des partis qui, se soutenant mutuellement, forment un tout cohérent. Quand on considère l'ensemble des éléments de cette solidarité, transferts sociaux et services publics, comme l'a récemment fait l'INSEE pour la première fois, on constate, d'une part, que 2/3 des Français reçoivent davantage en prestations, y compris à travers des services publics, comme l'école, qu'ils ne versent en contributions, taxes et contributions sociales. Combien viennent chez nous et reçoivent une éducation bien meilleure que dans leur bled analphabète? Combien? Et aujourd'hui, à tellement avoir pris ces analphabètes, ces gens séditieux, on se retrouve avec des écoles qui s'effondrent. Et il y en a qui nous disent pep, ça serait raciste, ça serait phobe, ça serait iste encore, tout ce que vous voulez, de dire que la chute du niveau scolaire est à corréler, à mettre en relation avec ces nouvelles populations. C'est bizarre, parce que là où c'est vraiment marqué en termes d'incompétence de lecture, d'incompétence d'expression, de manque, voyez-vous, de suivi scolaire, et un bordel monstre avec des menaces de professeurs, envers les professeurs plutôt, des menaces en tout genre et compagnie, c'est par exemple Seine-Saint-Denis. C'est dans les endroits vers Marseille. C'est finalement dans ces endroits qui ne sont plus la France. Et on va nous dire, le constat vous pouvez le faire, mais hop, n'en dites pas trop non plus. Comme pour la Belgique, nos voisins là, ils ont subi des vagues d'agressions, de coups, blessures volontaires, d'émeutes et de ce genre de choses. Ils savent qui sont les coupables. On a les vidéos, je veux dire, on n'est pas aveugle, on voit bien que ça vient d'Afrique tout ça. Mais les patrons de police ou des préfets ou encore d'autres qui s'expriment sur ces sujets, lorsqu'ils sont invités dans les médias et particulièrement en Belgique, ils appellent ça le cordon sanitaire. Donc le cordon sanitaire, c'est non pas de se protéger contre la criminalité et la délinquance, non. C'est contre la méchante extrême droite.
Allez, c'est contre les méchants identitaires qui disent qu'ils ne sont pas contre les étrangers, mais qu'il faut sélectionner ceux qui viennent, qu'ils ne sont pas contre le partage, mais qu'il faut, à juste titre, redonner aussi à ceux qui sont autochtones. Et là, bizarrement, ça fait scandale, au point même où on en arrive dans un système de discrimination positive à favoriser les étrangers aux autochtones. Donc on fait de la discrimination du racisme, mais on ne le nomme pas comme tel parce que ça favorise ce qu'ils appellent la minorité. Or, et c'est intéressant aussi à voir le terme de minorité, ils ont inventé quelque chose d'incroyable. On le voit dans l'Union européenne, que ce soit la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal et d'autres pays sont ultra remplacés. Là, d'ici 20 à 30 ans, les Blancs seront minoritaires sur les territoires à la base qui étaient majoritairement blancs. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester qu'entre nous. Mais ça veut dire que normalement, on aurait dû rester une majorité. Comme en Afrique, il est normal d'avoir dans l'Afrique subsahélienne et même l'Afrique descendante, une majorité noire, et dans l'Afrique du Nord, une majorité d'Arabes, de Berbères, etc. Et imaginez demain, ça serait une majorité d'Asiatiques là-bas, ça ferait scandale. Mais là, comme on est dans le plan qu'allergie, et qu'ils voulaient ce qu'ils appelaient les négroïdos européens, comme ils le disaient à l'époque, ils ont organisé ça. C'est-à-dire, ils sont attelés à renverser les peuples, petit à petit à modifier la démographie, et maintenant ils ont inventé le terme de majorité minoritaire. Donc en gros, les Blancs en Europe sont la majorité minoritaire. Ça n'a aucun sens. Et c'est des oxymores, deux mots qui ne vont pas ensemble, qui se contredisent, et les ont alliés. Et en Belgique, en Angleterre, ils ont fait fort. Il y a une étude là que je vous ai partagée. Ils ont en fait mieux noté les travails, ce qui a été rendu au niveau des copies de noms et de prénoms d'origine étrangère, parce que vous voyez, les gens qui sont venus ne sont pas là pour s'acclimater et vivre comme nous, à Rome comme les Romains par exemple. Non, ils viennent et en plus, quand ils ont des enfants, ils leur donnent un prénom extra-européen. Ça, c'est la preuve de plus qu'ils sont juste là pour remplacer et que ce sont des colons sur notre territoire. D'accord ? C'est quelque part une forme, comme le disait, je crois que c'est Camus, une forme de génocide. Certes, le génocide n'est pas immédiat, quoique par les agressions, les coups et blessures volontaires, les coups de couteau donnés, les viols, etc. Pour moi, c'est une forme de génocide. Certains diraient non, mais par la démographie, ils exercent. Et donc, dans cette étude en Angleterre, ces minorités entre guillemets étrangères, qui deviennent majoritaires, sont mieux notées que les Blancs. Il y a même un projet, pour vous dire, de loi où, pour des mêmes faits, un Blanc qui passerait devant la justice devrait être condamné plus fortement. Pour s'excuser d'être blanc, justement, ou bien descendant encore de colonisation, je ne sais quoi, de colons, ce genre de choses. C'est une dinguerie. Et c'est ce qu'ils exercent actuellement, donc partout en Europe. Des traîtres. Et dans nos peuples, il faut être honnête, il n'y a pas eu plus traîtres que les femmes. Les femmes ont été les pires des ordures. Et aujourd'hui, elles commencent à pinailler un peu parce que les chances qu'elles ont fait venir en masse, celles qui étaient bien socialistes, aujourd'hui commencent à les agresser. Là où hier, il y avait leur petit être sucré qui venait d'un soleil, là d'un coup, c'est plus les mêmes. Ils commencent à voir que, en important 7 migrants sur 10 en hommes, eh bien, il n'y a pas de femmes qui viennent. Et donc, elles deviennent les proies. Vous voyez ? Et ces femmes occidentales, il faut dire les choses, sont des serpillères à migrants, des serpillères qui n'ont même plus de valeur d'elles-mêmes, capables de se mettre sur OnlyFans, sur Mime, de vendre leur corps, d'être dans la prostitution, mais aussi d'enchaîner les conquêtes 5, 10, 30, 40 body count et plus. Ce sont des serpillères. Et donc, à partir de cette base-là, comment vous voulez reconstituer un peuple ? C'est pour ça que Renaud Camus, par exemple, c'est pas le seul... D'autres encore qui se veulent identitaires ou autres sont dans un malheur. Je pense à Richdy, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre, encore un auteur. Ils sont dévastés. Et il y en a bon nombre qui sont aujourd'hui dans cette situation-là de se dire « Regardons notre peuple, on s'effondre ». Et même si demain, on va dire, de notre meilleure ambition, d'un long travail que l'on pourrait faire sur nous-mêmes et sur un axe d'amélioration pour reconstituer nos peuples, il n'en résultera jamais ce que l'on a pu être jusque-là. Pourquoi ? Parce que, entre autres, pour reconstituer un peuple, il faut des femmes, et que les femmes occidentales d'aujourd'hui sont des serpillères, sont des êtres qui n'ont aucune dignité. Elles n'ont même plus de valeur pour elles-mêmes, ni pour leur famille, ni pour leurs parents. Et donc elles sont parties se métisser, elles sont parties se souiller à droite à gauche. Et aujourd'hui,
Pour certaines, c'est les mêmes qui appellent, du coup, à être défendus par les identitaires autochtones. Moi, je vous dis, l'avenir nous portera malheureusement à s'effacer. Ok, donc on le voit entre autres des problèmes économiques, etc. J'aurais pu continuer plus longtemps le direct, mais là, je pense que je vais conclure sur ça. Et on fera une troisième et dernière partie pour la raison économique et ses monstres. Mais donc les monstres économiques, qu'ont-ils fait? Ils ont favorisé les mouvements migratoires dans un premier temps pour différentes stratégies, mais surtout à la fin pour tout universaliser sur la planète et renverser nos peuples. Et donc l'espoir que l'on pourrait avoir de reformer un territoire, et pourquoi pas de retrouver un résultat, je pense que d'année en année vient à s'effriter. Parce que la démographie déjà de demain, regardez les noms les plus donnés, les prénoms plutôt devrais-je dire même, des garçons et des filles, le peu de naissances qu'il y a de Français, et ces Français-là du peu de naissances, vous croyez qu'ils vont se retrouver juste entre eux pour pouvoir se reproduire, etc. Non, plus ça va aller, plus ça va se croiser, plus ça va se métisser, et ce que je tiens comme propos, c'est pas du racialisme, c'est pas du racisme, c'est pas de l'exclusion de l'autre. J'ai même entendu, ça a été repris récemment là chez Bassem par 2 femmes noires, elles sont présentées comme telles, il me semble qu'il y avait une Congolaise, si je ne dis pas de bêtises, et une autre femme encore, pareil, mais elles sont présentées de la communauté noire, et elles ont dit justement que pour elles, c'était pareil, désastreux, de voir, entre autres, des hommes noirs avec des blanches, comme pour, par exemple, les communautés maghrébines, c'est désastreux pour eux de voir des maghrébins, pareil, avec des blanches, ou des maghrébines avec des blancs, bref, peu importe, des échanges, des mélanges, même noirs, blancs, etc. Parce que quand c'est pas un phénomène de mode, c'est pas dérangeant, c'est naturel, c'est l'amour, entre guillemets, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de frontières. Mais quand c'est un phénomène qui est accentué, eh bien, les descendances de ces gens-là vont se retrouver déjà avec, au minimum, 2 cultures, au minimum 2 origines différentes, et petit à petit, eux-mêmes vont aller se croiser avec d'autres, tac, 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 et donc il n'y a plus de défense identitaire. Et c'est comme ça qu'on tue les peuples, et qu'on peut petit à petit les renverser, et faire de l'universalisme, des blocs. Et imposer après tout un programme de ceux qui sont justement des valeurs talmudistes, etc., qu'on voit très bien à l'œuvre, depuis l'idéalisme pratique de Kalergi, que je vous invite à lire, parce qu'on peut même pas le lire sur YouTube, les vidéos sont censurées alors que c'est un livre, rien de scandaleux entre guillemets. Enfin, le thème, et ce qui est annoncé contre nous, nos peuples, est scandaleux. Mais je veux dire, ce n'est pas de la falsification de documents, ce n'est pas un appel à la haine, et c'est censuré. Merci pour votre écoute. Alors, on a débuté sur l'économie, on est parti après sur, la solidarité. Vous m'avez compris dans cette dimension de générosité, de solidarité, pourquoi on en est venu à l'identité, parce que sans identité, en fait, tu ne te reconnais pas en l'autre, tu ne peux pas défendre un peuple particulièrement, et c'est ni plus ni moins la voie ouverte à l'effondrement. Voilà, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à commenter, à liker. Alors, j'ai eu quelques petites fautes comme ça dans mon langage, un peu de fatigue, mais le principal, c'est que je vous ai livré le message. À très bientôt, la vérité est notre avenir et les valeurs sont ancrées, passez un très bon week-end de Pâques, retrouvez-vous et soyez interrogés également sur le Christ, sur l'avenue du judaïsme, sur l'origine même peut-être depuis les prêtres égyptiens. Amon, Akhenaton. Ok, est-ce qu'il n'y a pas une putain de manipulation? Est-ce que même l'image du Christ comme telle, il faut aussi s'interroger au lieu de répéter bêtement les choses, est-ce qu'il n'y a pas manipulation? Parce que, je tiens à rappeler certaines choses, les orthodoxes vont à Jérusalem, à la sépulture de Jésus-Christ, enfin au tombeau de Jésus, et disent, depuis plus de 1000 ans, qu'il y a un feu qui s'allume de façon magique. En fait, ils jouent de la crédulité des gens. Alors qu'il y a bon nombre de personnes qui ont expliqué que c'était un phénomène naturel par rapport à la roche, et que ça venait à la chauffer à une certaine période, etc. Donc, depuis 1000 ans, on a des gens qui vont là-bas et qui se font manipuler. Les apparitions mariales, je n'y crois pas. Comme je vous l'ai dit, dans la Bible, normalement, c'est marqué « Les morts ne peuvent retourner au monde des vivants ». Le seul qui a pu le faire et qui a vaincu la mort, le premier-né des morts, c'est le Christ. Donc je vois pas comment la Vierge Marie aurait pu revenir dans le monde des vivants et faire ses apparitions. Ça n'a pas de sens, c'était pas inscrit dans la Bible de base. Pour moi, c'est de la manipulation des publics
des gens, et il y a encore plein d'autres choses, et donc je me pose la question, même si l'Église, entre autres romaine, mais bien d'autres mouvements, même on l'a vu, l'islam est une invention talmudiste, si derrière c'est pas une putain de manipulation pour un contrôle de tous les peuples. Et une abâtardisation, quelque part, de nos nations. Merci pour votre écoute, à très bientôt, La Vérité, notre avenir.